Bonjour tout le monde, c'est Elise pour une nouvelle vidéo de la page Histoire de Révolution Permanente. Aujourd'hui, parler de la question du contrôle ouvrier sur la production se pose comme une actualité brûlante. D'un côté, la bourgeoisie n'hésite pas à envoyer des milliers de salariés travailler dans les productions non essentielles dans le seul but de maintenir ses profits. De l'autre, les patrons entendent faire payer la crise économique aux travailleurs par les licenciements ou par les fermetures d'entreprises. Dans une telle situation de crise surgit la question de qui est indispensable au fonctionnement de la société et donc qui est légitime pour diriger, pour faire face aux pénuries de matériel sanitaire. Le contrôle des travailleurs sur la production et la distribution pourrait répondre aux questions urgentes comme la production de matériel sanitaire. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le contrôle ouvrier sur la production? Je vais partir d'une définition de Léon Trotsky. Il dit ceci: le pouvoir n'est pas encore aux mains du prolétariat. Nous ne parlons ici que du contrôle ouvrier sous le régime capitaliste. Le régime du contrôle ouvrier est provisoire, transitoire. Si le bourgeois n'est plus le patron, c'est-à-dire n'est pas complètement le maître dans son usine, il s'ensuit qu'il ne l'est pas non plus dans son État. Alors, du coup, le contrôle ouvrier a d'abord un caractère défensif pour des objectifs immédiats, comme une réponse à une attaque de la bourgeoisie envers les travailleurs. Les travailleurs peuvent réclamer par exemple l'ouverture des livres de compte, ou empêcher les licenciements ou encore des fermetures, mais aussi contrôler l'organisation du travail. Évidemment, cela révèle le caractère contradictoire entre les intérêts économiques de la bourgeoisie d'un côté et les intérêts des travailleurs de l'autre. C'est pourquoi le contrôle ouvrier représente un embryon de pouvoir au sein du lieu de production qui doit se répandre à d'autres secteurs de la société ou du monde du travail. Le contrôle ouvrier est imposé par la lutte des classes acharnées contre le pouvoir actuel et contre la bourgeoisie. Pour revenir un peu sur cette question du contrôle ouvrier, je vais prendre quelques exemples dans l'histoire. Dans l'histoire, tout d'abord, les premiers CHSCT sont nés avec la revendication d'un contrôle ouvrier sur la sécurité au travail dans les mines en France à la fin du XIXe siècle, face aux patrons qui n'avaient que faire de la vie de leurs ouvriers. Ils ont alors élu des délégués parmi les ouvriers chargés de contrôler la sécurité des mines et de dresser des procès-verbaux des accidents. Ils deviennent un véritable contre-pouvoir de l'arbitraire patronal. Le rôle des délégués mineurs à la sécurité sont ensuite reconnus dans la loi en 1890. L'exemple des délégués mineurs, malgré toutes les limites, montre qu'il est possible d'exercer un contrôle sur les conditions de travail afin de garantir la sécurité des travailleurs. Un petit peu plus loin, dans la Révolution russe en 1917, le contrôle ouvrier a été un des éléments qui a permis aux travailleurs de monter à l'assaut du ciel en prenant le pouvoir. C'est dans le contexte de la Première Guerre mondiale que des grèves éclatent en février pour réclamer du pain mais aussi la paix. La chute de l'Ancien Régime marque le début de ce qui sera la première révolution socialiste en octobre 1917. Les comités d'usine, ces assemblées d'ouvriers au sein d'une usine, naissent alors partout en Russie et imposent le contrôle ouvrier sur la production. En imposant par exemple la journée de 8 heures, des augmentations de salaire ou de meilleures conditions de travail, les comités ont été des outils face aux patrons. Évidemment, les patrons, qui étaient toujours propriétaires des murs des usines, n'acceptaient pas de perdre la direction des décisions et organisaient des opérations de sabotage économique de leur usine. Et cela amena souvent les ouvriers à gérer de plus en plus leur usine. Par exemple, à l'usine de construction mécanique de Langzipen, à Petrograd, dans la capitale de la Russie, les travailleurs soupçonnaient le patron de retarder la production de biens. Le directeur décida même de fermer l'usine. Il accusa un déclin de 2/3 de la production dû à l'introduction de la journée de 8 heures et à des pénuries. La compagnie aurait perdu plus de 10 millions de roubles. Mais l'enquête révéla une longue série de détournements de fonds et les ouvriers décidèrent d'établir le contrôle de l'administration de l'usine. C'est alors qu'une lutte acharnée dans les usines entre le pouvoir de la bourgeoisie et le pouvoir ouvrier s'ouvrait. Un ouvrier russe disait par exemple ceci: la bourgeoisie comprend parfaitement la situation et veut attendre que la faim nous prenne à la gorge et réduise à néant tout ce que nous avons gagné. Mais s'ils veulent nous prendre à la gorge, nous saurons nous défendre. L'inquiétude des ouvriers concernant le maintien de la production les amena progressivement dans une lutte directe pour le pouvoir dans les usines, à l'expropriation du capital et à exercer le pouvoir d'État dans sa totalité. Même sans aller jusqu'à la prise du pouvoir par les travailleurs comme en Russie, l'histoire du mouvement ouvrier est riche d'expériences.
À défaut de pouvoir toutes les évoquer, les leçons de ces luttes peuvent être d'une grande utilité pour faire face au discours des patrons, qui pleurent aujourd'hui les pertes des revenus, les obligeant à licencier des travailleurs. Je vais prendre des exemples en France, bien qu'il existe beaucoup d'autres, comme ça peut être le cas de l'usine Danone en Argentine, dont Révolution Permanente diffuse actuellement un documentaire que je vous invite à regarder absolument. Vous le savez, en mai 68, éclate une des plus grandes grèves ouvrières en France avec des occupations d'usines. Ces luttes développent la conscience politique et le refus de sacrifier la vie pour les profits des patrons. Dès lors, les travailleurs imposent le maintien au travail des travailleurs salariés. Quelques années plus tard, en 1973, des salariés de l'usine d'horlogerie LIP, pour s'opposer au licenciement et au démantèlement de l'usine, décident d'abord de reprendre l'usine sous contrôle ouvrier avant de reprendre la production de l'usine. Désormais, le slogan des LIP sera « C'est possible, on fabrique, on vend, on se paye ». Olivier Vito, un des ouvriers de LIP, témoignait de ceci. Il disait « On est sorti de la légalité, on a osé ». D'une part, l'aspiration principale du monde ouvrier, c'est la garantie de l'emploi. Comment arriver à s'en sortir? Nous, on fait quelque chose pour s'opposer au licenciement. Puis d'autre part, cette autorité patronale, cette justice faite seulement pour la classe dominante, on arrive à la bafouer. Cette lutte de LIP offre l'occasion d'affirmer un droit ouvrier sur la production et sert même d'exemple pour d'autres grèves. Par exemple, à Cerizay, dans les Deux-Sèvres, l'Assemblée générale décide la grève du rendement pour obtenir un 13e mois. La direction décide de licencier les leaders syndicaux. Les grévistes décident de stopper leur travail à l'usine, de fabriquer des chemisiers elles-mêmes. Un agriculteur prête des locaux, elle récupère des machines à coudre pour fabriquer les chemisiers appelés piles. Chaque soir, les ouvrières se rassemblent pour s'informer et décider des actions à mener. Finalement, les négociations aboutissent et les licenciements sont annulés. Quelques années après, je vais prendre l'exemple de l'usine automobile de Talbot-Poissy, qui a connu un exemple d'expérience de contrôle ouvrier. En 1982, éclatent des grandes grèves pour la dignité des travailleurs immigrés concernant les égalités salariales, les conditions de travail, les libertés syndicales. Des propositions de sortie de conflit sont acceptées par les directions syndicales, mais ne satisfont pas les travailleurs. Au début de l'année 1983, la direction de Talbot annonce plusieurs jours de chômage technique, puis des suppressions d'emplois, essentiellement parmi les travailleurs immigrés. Les ouvriers démarrent une grève et le patron menace de lock-out. La CGT propose alors de faire tourner l'usine sans patron. Nora, une ouvrière, témoigne de cette expérience. On a sorti quelques tôles du ferrage, puis on a eu ensuite les chaînes de carrossage et de garnissage. Et là, ce sont des ouvriers qui sont descendus dans la trappe pour pousser les voitures. On a fait de la peinture. C'était une fierté pour les ouvriers, pour nous tous d'ailleurs. Force a été de constater que les ouvriers s'étaient illustrés comme étant encore plus attachés à l'entreprise que les patrons eux-mêmes. Cette courte expérience montre toute la profondeur du processus de radicalisation ouvert par les grèves de 1982 et comment la puissance de l'organisation d'un contre-pouvoir ouvrier rendait possible l'inimaginable. Que de simples ouvriers puissent faire tourner eux-mêmes une usine de la taille de Talbot-Poissy. Elle portait en germe la destruction totale du système d'exploitation contre lequel s'étaient levés les ouvriers. Je vais encore faire un bond dans l'histoire pour m'attarder à l'exemple de Philips, à Dreux, où se trouvait le site de production de téléviseurs Philips. En 2010, les travailleurs de Philips ont mené une lutte exemplaire pour sauver leur usine de la fermeture et du lock-out patronal qui allait causer chômage et précarité pour les travailleurs et leurs familles. Ils ont tenu des piquets de grève pour empêcher que les machines ne sortent du site. Ils ont détourné des composants prévus pour le site de Philips en Hongrie pour mettre en place un contrôle ouvrier sur la production qui a duré 10 jours et a produit une moyenne de 300 téléviseurs par jour. En plus de la lutte dans la rue, ils ont mené aussi une bataille judiciaire pour faire annuler le plan social frauduleux. Les patrons disaient que l'usine était déficitaire, mais ils l'isolaient du reste du groupe qui était largement, lui, bénéficiaire. Le tribunal leur a donné raison, grâce notamment au rapport de force et le soutien énorme qu'ils ont reçu de la population de travailleurs ou d'étudiants. Gagner contre les patrons paraissait alors possible. Les ouvriers peuvent se battre et ils peuvent gagner contre le patron, bon Dieu, faut y aller.
Cependant, la lutte a été trahie par certaines directions syndicales en déviant la lutte pour obtenir de meilleures indemnités de départ ou encore en faisant croire aux salariés qu'ils risquaient de partir sans rien. Malgré la défaite finale, ils ont envoyé un message politique aux ouvriers de tout le pays. Si les ouvriers sont capables de gérer eux-mêmes une entreprise, ils sont alors capables de gérer tout un pays. Pour conclure, on peut voir que toutes ces expériences d'usines sous contrôle ouvrier montrent une chose essentielle. Sans les patrons, les usines continuent de tourner, mais sans les travailleurs, non. C'est pourquoi de telles luttes font peur aux patrons, parce qu'elles donnent confiance en notre force. Si les ouvriers peuvent faire tourner une usine, ils peuvent faire tourner toute la société. C'est ça la réalité. Elles montrent que la production appartient à ceux qui produisent, non pas pour la vendre aux plus offrants, mais pour la destiner à ceux qui en ont vraiment besoin. Pour voir ce jour où les patrons payeront leur crise, il faut s'organiser dès maintenant, se débarrasser de cette bourgeoisie prédatrice et monter à l'assaut du ciel pour construire une société basée sur l'émancipation de tous. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la page Histoire de Révolution Permanente. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos et nos articles sur le même sujet.